Imaginez une ville scintillant sous le soleil méditerranéen, ses bâtiments sculptés dans du pur marbre blanc, reflétant le bleu éclatant du ciel. Imaginez les colonnes gracieuses du Parthénon, s'élevant vers les cieux depuis l'acropole surélevée, une couronne majestueuse sur le front de la ville. Dans la agora animée, l'air bourdonnait des voix d'hommes sages, leurs esprits illuminés d'idées révolutionnaires, débattant avec passion les concepts mêmes de liberté et de justice. C'était l'Athènes antique, un nom qui résonne à travers le temps, une étoile brillante de l'histoire humaine. Ces grands temples n'étaient pas de simples structures, c'étaient des monuments à une intelligence inégalée, aspirant à des idéaux divins. Ces penseurs profonds, comme Socrate, Platon et Aristote, étaient des géants intellectuels qui ont sculpté les principes fondamentaux de la démocratie, de la philosophie et de l'art, façonnant la pensée occidentale pendant des millénaires. Mais que se passerait-il si ce phare éclatant, ce symbole de civilisation éclairée, cachait une vérité si profonde et dérangeante qu'elle jetait une ombre longue et grotesque sur son éclat célébré? Et si cette lumière, si admirée et étudiée, ne servait qu'à obscurcir une obscurité sous-jacente et terrible, une vérité si choquante, si totalement contraire à nos notions romancées, qu'elle altère fondamentalement tout ce que nous pensions savoir sur cette ville prétendument grande et noble, sa gloire inégalée, sa renommée durable, sa suprématie culturelle. Celle-ci n'était pas uniquement les fruits du discours philosophique ou de l'inspiration artistique. Au lieu de cela, elles ont été forgées dans le creuset d'un secret horrible et inavouable. Une sombre saga tissée de fils d'obsession humaine, de domination implacable et cruelle, et des cris silencieux et inaudibles d'innombrables âmes oubliées. Ce secret glace, hante, une prise brutale exigée sur les innocents, gisait enfoui sous la magnifique façade de la ville, cachée à la vue de tous, mais toujours présente, une fondation spectrale soutenant son marbre étincelant et ses nobles idéaux. Avez-vous déjà pris le temps de considérer la possibilité effrayante que sous les récits historiques polis et grandioses, des vérités sombres et inconfortables puissent se cacher, attendant d'être déterrées? Quelles histoires inédites, quelles atrocités oubliées pourraient se cacher sous la surface des empires et des civilisations que l'on nous enseigne à vénérer? Partagez vos premières réflexions et toutes les théories que vous pourriez avoir dans la section commentaires ci-dessous. Je suis vraiment impatient d'entendre vos perspectives. Et si la notion de décoller ces couches de révisionnisme historique, de confronter ces vérités inconfortables oubliées, allume une étincelle de curiosité en vous, alors n'hésitez pas. Appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo pour rejoindre notre voyage continu dans les recoins cachés de l'histoire. Ensemble, nous nous aventurerons au-delà des mythes et des légendes pour découvrir la réalité troublante. Alors, aventurons-nous maintenant délibérément dans les ombres plus profondes et moins explorées d'Athènes. Perçons le voile d'un romantisme séculaire et découvrons la vérité crue, sans faire. Une vérité qui, une fois connue, semble chuchoter mélancoliquement des pierres antiques elles-mêmes, résonnant à travers les espaces vides où la vie foisonnait autrefois. C'est une ombre sinistre, une tache indéniable, jetée en permanence sur son passé autrement universellement célébré, attendant que nous reconnaissions son existence et que nous comprenions ses profondes implications. L'Athènes si antique, telle que documentée dans d'innombrables textes historiques et immortalisée dans l'art, n'était pas seulement une ville,
C'était un phénomène, une puissance culturelle dont l'influence a rayonné à travers le monde antique et jusqu'à la modernité. Des gens venus de terres lointaines la connaissaient et en parlaient avec une profonde révérence. Ils la connaissaient pour sa sagesse inégalée, berceau de la pensée rationnelle et de l'enquête critique. Ils s'émerveillaient de sa beauté époustouflante, de ses merveilles si architecturales, de ses sculptures exquises qui semblaient capturer la vie elle-même dans la pierre, de ses fresques vibrantes ornant les bâtiments publics. Et ils admiraient ses nombreuses grandes idées, la principale étant le concept révolutionnaire d'autonomie, la démocratie, où les citoyens, ou du moins une sélection restreinte, avaient leur mot à dire sur leur propre destin. Elle était universellement perçue comme un phare indiscutable de civilisation, un guide lumineux pour l'humanité, un lieu où les plus hautes formes d'art s'épanouissaient avec une créativité débridée, où la philosophie plongeait dans les questions les plus profondes de l'existence, et où l'expérience démocratique prenait sa forme naissante et puissante. Les récits captivants de ces héros légendaires et de ces penseurs novateurs ont non seulement rempli d'innombrables livres pendant des siècles, mais continuent d'inspirer l'émerveillement et la curiosité intellectuelle même aujourd'hui. Cependant, derrière l'impressionnante façade brillante de ces murs de marbre poli, sous le vernis sophistiqué de son discours éclairé, résidait une vérité si inconfortablement sombre, si moralement répugnante, qu'elle frôle dangereusement la réécriture complète de tout ce que nous pensions savoir ou ce que l'on nous a appris à croire sur cette ville révérée. Ce côté profondément encaché d'Athènes, une fois mis en lumière, est en contradiction flagrante et horrifiante avec l'image soigneusement cultivée d'une société parfaite, juste et égalitaire. Il dévoile un tout autre type de fondation, une fondation construite non pas sur les principes nobles et aspiratifs de liberté et d'égalité que nous associons à la démocratie athénienne, mais plutôt sur la souffrance profonde et implacable d'une multitude innombrable et sans voix. Cette gloire étonnante, cette renommée indélébile et l'immense pouvoir qu'Athènes commandait à travers le monde antique n'ont pas, il s'avère, été construits uniquement sur les nobles idéaux de connaissance, de sagesse et de gouvernance démocratique. Il y avait un autre ingrédient, bien plus insidieux, dans ce mélange puissant, un désir brut et effréné et une soif insatiable de domination. C'était une force sombre et omniprésente, alimentée par les besoins et les pulsions humaines les plus primaires et les plus basses, le désir de contrôle, de richesse, de plaisir extrait sans conséquence. Dans ce monde caché, le pouvoir n'était pas gagné par le mérite ou la prouesse intellectuelle. Il était simplement pris, souvent brutalement, et les vies étaient systématiquement contrôlées, manipulées et, finalement, consumées. Ce vaste système obscur, un réseau d'exploitation omniprésent, fournissait un flux constant, souvent invisible, de ressources et de main-d'œuvre bon marché. Il soutenait, maintenait et finançait activement les structures, les institutions et les réalisations culturelles mêmes qui ont fait la renommée d'Athènes et ont permis à ses citoyens d'élite des loisirs et la prospérité nécessaires pour poursuivre leurs idéaux célébrés. Ce qui pourrait en surprendre beaucoup, compte tenu de nos sensibilités modernes, c'est que les bordels de l'Athènes antique n'étaient pas relégués aux coins les plus profonds, les plus sombres et les plus clandestins de la ville, murmurés à voix basse. Au contraire, c'étaient des institutions officielles, ouvertement acceptées, ouvertement reconnues et étonnamment, même gérées par la cité-État elle-même. Ces établissements, loin d'être illégaux ou mal vus, étaient parfaitement intégrés
au tissu même de la société athénienne. Ils fonctionnaient sous le contrôle strict de la ville, étaient soumis à de lourdes taxes et leur activité était une composante parfaitement connue et reconnue de l'économie athénienne. Pour d'innombrables individus, en particulier les femmes forcées à cette vie, cela représentait une réalité dure et inéluctable, à la fois publiquement visible et intimement dévastatrice. Les revenus substantiels générés par ces bordels urbains, extraits par le biais de taxes et de redevances, affluaient directement et constamment dans le trésor de la ville. Ce flux de richesses illicites n'était pas un supplément mineur. Il représentait une source de revenus significative et fiable pour l'État athénien. Cet argent mal acquis, imprégné de souffrance, a joué un rôle crucial dans le financement de la construction et de l'entretien des grands temples qui se dressent encore majestueusement aujourd'hui, le Parthénon, les Rechteïons et les Propylées, tous symboles emblématiques du génie athénien. Il a également contribué à financer les beaux théâtres, tels que le théâtre de Dionysos, ou les profondes tragédies d'Eschyle, Sophocle et Euripide, ainsi que les comédies d'Aristophane, étaient enjouées devant un public reconnaissant. Ainsi, la beauté durable et la sagesse célébrée d'Athènes, admirées à travers les millénaires, ont été tragiquement construites sur un prix choc, huant et moralement répréhensible. La grandeur que les touristes admirent aujourd'hui, l'héritage intellectuel que les érudits vénèrent, avait ses racines, en partie, dans l'exploitation humaine. L'éclat éblouissant de ces bâtiments en marbre blanc, scintillant sous le soleil méditerranéen, et l'écho profond et résonnant de sa sagesse, émanant des écoles de philosophie et des salles de rhétorique, ont été littéralement payés par la souffrance. C'est le poids écrasant de la douleur physique, l'angoisse émotionnelle implacable et le désespoir profond d'innombrables individus anonymes qui ont alimenté la croissance incessante et soutenu le style de vie opulent de cette magnifique ville. Les cris bruts de ces âmes tourmentées, bien que délibérément inaudibles et ignorés par les citoyens privilégiés, servaient de mortier silencieux et invisible entre les pierres de ces plus grands monuments. Ce coup caché, bien que jamais ouvertement reconnu ou évoqué dans le discours public, était omniprésent. Il était toujours là, une fondation omniprésente et silencieuse, soutenant l'ensemble de la splendeur athénienne, un sombre secret bourdonnant sous la surface vibrante de la vie quotidienne. Les femmes tragiquement forcées à cette vie de servitude et d'exploitation sexuelle étaient désignées par le terme spécifique de pornai, un mot dérivé du verbe grec pernomie, qui signifiait littéralement vendre. L'étymologie même de leur désignation les dépouillait de toute prétention à l'humanité, les réduisant immédiatement à des marchandises. Elles étaient traitées sans exception comme de simples biens, des objets inanimés à acheter, vendre et échanger sur le marché humain. Étonnamment, leur valeur, aux yeux de la société et de leurs propriétaires, était souvent inférieure à celle d'articles ménagers courants, atteignant parfois un prix inférieur à celui d'une simple amphore de vin ordinaire. Leur humanité fondamentale leur était systématiquement retirée, pièce par pièce douloureuse, les laissant comme de simples objets, des outils à utiliser et à jeter selon les caprices et les désirs des autres. Ces malheureuses femmes, privées de leur dignité la plus élémentaire, n'avaient pas de nom propre aux yeux de la société athénienne qui reconnaissait leur valeur individuelle. Elles n'étaient pas considérées comme des personnes ayant des identités uniques ou des histoires personnelles. Leurs propriétaires leur donnaient des noms fonctionnels, souvent dégradants, ou les désignaient de manière générique. Par conséquent, elles ne possédaient aucun droit légal, aucune capacité à faire des choix
concernant leur propre corps ou leur avenir, et absolument aucun mot à dire sur la trajectoire de leur propre vie. Elles étaient, en substance, des possessions légales, des biens meubles, entièrement et complètement contrôlés par leur maître. Leur destin, une sentence brutale de servitude sans fin, était irrémédiablement scellé dès l'instant de leur acquisition, souvent par enlèvement ou vente forcée. Leurs identités étaient aussi effacées, remplacées par le rôle qu'elles étaient, forcées de jouer. Un nombre déchirant de ces jeunes femmes avaient à peine 10 ans, certaines même plus jeunes, lorsqu'elles furent tragiquement propulsées dans cette vie terrible et destructrice d'âme. Leur innocence fut volée avant même qu'elles n'aient eu la chance de connaître l'enfance. Elles étaient le plus souvent victimes d'enlèvements impitoyables, arrachées à leur foyer dans des pays lointains par des pirates ou des marchandes d'esclaves, ou, dans un scénario tout aussi tragique, vendues à cette existence horrible par des familles désespérées. Ces familles, confrontées à des dettes insurmontables, à une pauvreté écrasante ou aux ravages de la famine, ne voyaient aucune autre voie agonisante pour survivre, faisant un choix impensable pour assurer la survie des autres. Leur enfance, une période destinée à la croissance et à la joie, fut brutalement et prématurément interrompue, vicieusement remplacée par un cycle incessant et épuisant de difficultés, d'abus et de désespoir. Pour les marquises, sans équivoque comme propriété, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant à leur statut d'esclave, les propriétaires utilisaient une pratique véritablement barbare. Ils pressaient du fer chauffé à blanc contre la peau délicate de ces jeunes filles. Ce marquage, une cicatrice permanente de propriété, n'était pas seulement une imperfection physique. C'était un signe profondément douloureux et indélébile qu'elles appartenaient entièrement à quelqu'un d'autre, un insigne cruel de leur servitude. C'était un rappel constant et frappant, visible pour toute la société athénienne, de leur statut totalement impuissant et objectifié. Cette marque était une déclaration publique, un message clair à quiconque la voyait. Cette personne est possédée, jetable et qu'il est totalement dépourvue d'autonomie individuelle. Cette brûlure cuisante était bien plus qu'une simple cicatrice physique, une marque sur la chair. C'était un message profondément puissant et déshumanisant, gravé dans leur être même. Elle hurlait silencieusement, mais indéniablement au monde entier, proclamant « Cette personne n'est pas un être humain. Elle n'est qu'une possession, un objet à utiliser et à jeter. » C'était un acte délibéré, calculé, conçu pour anéantir totalement leur dignité innée, pour oblitérer tout sentiment restant d'estime de soi ou d'identité, les réduisant effectivement à quelque chose de moins qu'humain de toutes les manières imaginables. La douleur infligée par le fer rouge était physiquement atroce, une agonie brûlante et crue, mais le traumatisme émotionnel et psychologique qu'elle causait, la blessure à leur âme, était infiniment plus profond et bien plus durable. C'était un rappel constant et poignant de leur dégradation totale. Chaque jour, pour ces femmes, était une répétition terrifiante et monotone du précédent. Un cycle épuisant et implacable de difficultés, d'abus et d'exploitation sans fin prévisible, sans aucune lueur d'espoir d'évasion. Il n'y avait aucune notion de repos, aucune possibilité de choix personnel et certainement aucun soupçon de pitié de la part de leur maître insensible ou de la société indifférente qui les entourait. Leur vie était définie par une routine constante et éreintante, un emploi du temps exigeant imposé uniquement par les besoins et les désirs insatiables des autres, et appliqué par l'indifférence froide et insensible de leur environnement brutal. De l'aube jusqu'à tard dans la nuit, leur corps et leurs esprits
étaient implacablement consumées par les exigences qui leur étaient imposées. Les quelques maigres pièces qu'elles pouvaient théoriquement gagner grâce à leur travail forcé n'atteignaient jamais, en aucun cas, leurs mains. Au lieu de cela, chaque drachmé allait directement dans les coffres de leur maître, enrichissant ceux qui profitaient de leur misère. Elles ne voyaient jamais d'argent réel, n'accumulant jamais d'économies, piégées dans un système impitoyable où leur corps et leur travail étaient exclusivement des marchandises au profit de quelqu'un d'autre. La dette financière, souvent fabriquée ou gonflée à l'infini par leurs propriétaires, devenait une chaîne littérale et lourde, les liant encore plus étroitement à leur servitude. Cette dette perpétuelle était une promesse astucieuse d'un esclavage sans fin, un fardeau qui semblait devenir plus lourd et plus long à chaque jour qui passait, agonisant, éteignant efficacement tout mince espoir de jamais acheter leur liberté. Si l'une d'entre elles, affaiblie par la pure épuisement, une faim incessante ou la tension mentale constante, osait faiblir sous les exigences sans fin qui lui étaient imposées ou, dans un moment de courage désespéré, tenter la moindre forme de résistance, la punition était rapide, brutale et sans équivoque sévère. La famine, une méthode de contrôle lente et agonisante, était une menace courante, délibérément brandie comme une arme pour briser leur esprit, pour étouffer toute étincelle de défi. Les coups étaient également fréquents, impitoyables et souvent des spectacles publics. Ils laissaient les femmes profondément blessées, à la fois physiquement et émotionnellement, leur corps couvert de marques et d'échymoses, leurs esprits terrorisés et totalement subjugués. Ces actes brutaux servaient de leçons glaçantes d'obéissance, sauvagement inscrites sur leur corps fragile pour que tous les voient. Le son écœurant des coupeurs de fouet fendant l'air était aussi courant dans certains quartiers d'Athènes que le bavardage ordinaire et animé du marché ou le son familier d'un potier à son tour. C'était un son quotidien et horriblement familier qui imprégnait l'atmosphère, en disant long sur la douleur omniprésente, le contrôle absolu et la peur constante qui régissaient la vie de ces femmes. Cette toile de fond sonore dérangeante servait de rappel constant et frappant du pouvoir cruel et incontrôlé exercé par ceux qui possédaient en ces malheureux individus, un témoignage sonore de la brutalité inhérente à leur système. Tout ce système déshumanisant n'a pas seulement privé ces femmes de leur liberté physique, les confinant à des vies de servitude. Bien plus insidieux, il a systématiquement écrasé leur volonté, lentement mais sûrement, érodant leur essence même. Il a impitoyablement volé leur espoir, cette étincelle vitale de résilience humaine, les laissant creuses et vides à l'intérieur, dépourvues de tout rêve, aspiration ou désir au-delà du besoin le plus élémentaire et désespéré de simple survie. Leurs esprits, autrefois vibrants et pleins de potentiel, étaient totalement et complètement brisés par la brutalité incessante et destructrice d'âme qu'elles enduraient jour après jour d'agonie. Lorsque de jeunes filles, souvent jeunes et fraîchement enlevées ou vendues, arrivaient dans ces bordels, leur initiation à cette vie horrible n'était pas simplement une dure introduction. C'était un rituel terrible et calculé. Ce rituel était méticuleusement conçu pour les détruire totalement, pour briser complètement leur esprit dès le départ, effaçant tout dernier vestige de leur ancien moi. Cette horrible introduction, impliquant souvent une violence extrême et une humiliation publique, servait un but glaçant. Elle assurait leur soumission immédiate et absolue, écrasante, ou de dernière étincelle de défi
ou de sens de l'identité individuelle qu'elles auraient pu abriter. C'était un processus systématique de déshumanisation, les rendant malléables à la volonté de leurs ravisseurs. Dans une perversion de la cruauté humaine, les hommes payaient fréquemment des sommes d'argent considérablement plus élevées pour celles qui n'avaient jamais été touchées auparavant, autrement dit, pour les vierges. Cette demande terrible et dépravée transformait une première violation, un acte profond et sacré d'intimité humaine, en une forme perverse de divertissement, un spectacle cruel de conquête et de souillure. C'était un acte d'irrespect ultime, soulignant le mépris total pour leur innocence, leur pureté et leur humanité fondamentale, les réduisant à de simples objets d'un désir tordu, dicté par le marché. Cette pratique souligne la profonde corruption morale profondément ancrée dans la société athénienne. Ce système élaboré d'exploitation, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, n'était pas confiné aux bas-fonds cachés et sombres de la société. Il opérait audacieusement, de manière écœurante, au grand jour, pleinement accepté et étrangement normalisé par l'ensemble de la société athénienne. Ce n'était pas un secret connu de quelques-uns seulement. Il était intimement tissé dans le tissu même de la vie quotidienne et de la machinerie économique d'Athènes. C'était une partie indéniable et visible de sa structure sociale et économique, un aspect de son tissu que la plupart des gens, par accord tacite ou indifférence morale, choisissaient simplement d'ignorer, permettant à l'indicible de continuer sous leurs yeux. Mais les horreurs, les plus profondes et les plus écœurantes, s'intensifiaient souvent lors de festivals religieux spécifiques, tels que les Dionyas. C'étaient des célébrations spécifiquement conçues pour honorer les dieux, censées être des périodes de joie communautaire, de festin et de révérence. Pourtant, paradoxalement, elles dégénéraient tragiquement en périodes de cruauté extrême et débridée, en particulier pour ces femmes esclaves. L'ironie était flagrante, brutale et profondément troublante. Des actes de sauvagerie et de dégradation indicibles étaient commis sous le prétexte même de la piété, lors d'événements destinés à vénérer le divin. Le sacré devenait une scène pour le profane. Pendant les réjouissances chaotiques de ces festivals, les femmes étaient fréquemment offertes librement aux hommes, souvent dans le cadre de la célébration. Elles étaient traitées comme de véritables sacrifices, offertes à des hommes qui, dans leur stupéfaction éthylique et leur compréhension tordue de la ferveur religieuse, croyaient à tort que leurs actes de violence et d'agression sexuelle étaient en quelque sorte sanctionnés, voire divinement inspirés par les dieux eux-mêmes. Cette interprétation profondément tordue de la foi fournissait une excuse commode, bien que monstrueuse, pour des actes de sauvagerie inimaginables, transformant les rituels sacrés en scènes de terreur abjecte et d'abus systémiques. Même les prêtres, censés être les guides spirituels et les boussoles morales de la société athénienne, bénissaient souvent activement ou, à tout le moins, toléraient implicitement ces actes horribles. Ils participaient à un système qui transformait une foi profondément ancrée en une structure de permission pervertie pour la sauvagerie, fournissant effectivement une justification religieuse à une cruauté et une exploitation extrême. Cette complicité des chefs spirituels rend, dès la souffrance de ces femmes, encore plus profonde et déchirante, car même le sacré, les lieux et les figures mêmes qui auraient dû offrir réconfort et refuge contribuaient plutôt à leur tourment. Il n'y avait pas de sanctuaire, pas d'intervention divine pour les protéger. Tragiquement, certaines femmes ne survivaient tout simplement pas à ces nuits horribles et brutales de festival.
Leur corps fragile, déjà affaibli par la malnutrition, la maladie et les abus chroniques, étaient incapables de supporter la violence incessante. Elles mouraient des suites de blessures catastrophiques, os brisés, organes internes déchirés, hémorragies massives, leur vie s'éteignant au milieu de la célébration impie. Ces festivals, destinés à être des expressions de joie et de liens communautaires, devinrent de terribles condamnations à mort pour beaucoup, leurs derniers instants emplis de douleur et de terreur inimaginables. La mort de ces femmes, loin d'être des tragédies, était souvent cyniquement considérée comme un simple coup de la célébration, un regrettable mais nécessaire sous-produit des festivités. Leur vie était jugée si totalement sans valeur, si dépourvue de signification individuelle, que leur disparition n'était qu'un effet secondaire mineur et regrettable, facilement négligé et écarté. Leurs corps brisés et violés étaient alors sommairement jetés, sans cérémonie, et oubliés aussi rapidement et complètement que possible, effacés de la mémoire collective comme s'ils n'avaient jamais existé. Il n'y avait pas d'enquête, pas de pleureurs, pas de monument commémoratif, juste une élimination rapide, celles qui, par un miracle de résilience ou de pur hasard, réussissaient d'une manière ou d'une autre à survivre au festival, endurant les atrocités indicibles, ne recevaient absolument aucun répit, aucun moment de grâce ou de repos. Elles étaient immédiatement, brutalement forcées de retourner au travail, leurs corps blessés, meurtris et brisés, leurs esprits anéantis au-delà de toute reconnaissance. Leurs membres les faisaient souffrir d'une agonie insupportable. Leurs esprits titubaient sous le traumatisme et leurs âmes étaient marquées à vie. Aucun temps n'était alloué à la guérison, aucun moment pour la moindre récupération, juste le cycle implacable, impitoyable et sans fin d'abus qui continuait jour après jour d'agonie. La punition, une menace brutale et constante, pesait lourdement sur chaque instant de la vie de ces femmes. Elle était souvent exécutée publiquement, conçue non seulement pour infliger de la douleur, mais aussi pour servir d'avertissement brutal et terrifiant aux autres. Même un regard fatigué, un mouvement lent et las, ou un moment de manque de respect perçu pouvait déclencher une terrible tempête de violence de la part de leur maître ou de leurs clients. Ces femmes vivaient dans un état de peur perpétuelle, ne sachant jamais quand ni pourquoi le prochain passage à tabac brutal arriverait, leur vie étant une marche sur la corde raide au-dessus d'un abîme de douleur. Parfois, dans une démonstration encore plus dépravée de pouvoir et de cruauté, les propriétaires permettaient aux clients de participer activement aux punitions. Ils qualifiaient grotesquement cela de « discipline », un mot tordu et pervers utilisé pour aseptiser ce qui était, en réalité, une torture collective. Cette cruauté partagée, où plusieurs individus infligeant douleur et humiliation, ne faisait qu'aggraver le désespoir des femmes, renforçant leur sentiment d'impuissance totale. Elle avait fait face aux abus, non pas d'un seul oppresseur, mais de plusieurs côtés d'une société entière qui semblait se délecter de leurs tourments, écrasant encore plus leurs esprits déjà fragiles. Après des années et des années de cette souffrance incessante et indicible, beaucoup de ces femmes ont développé un mécanisme de défense. Elles ont cessé de montrer ouvertement la douleur. Leurs visages, par pure force de volonté ou engourdissement émotionnel, ont appris à mentir, masquant habilement le profond tourment intérieur qui faisait rage dans leur âme. Elles sont devenues expertes à présenter une façade impassible et sans émotion au monde. Cependant, leur corps, l'étoile indéniable de leur vie brutale, racontait
la véritable et horrible histoire. Ils étaient recouverts en permanence d'une carte routière de cicatrices, d'ecchymoses fraîches se superposant perpétuellement aux anciennes, et de marques indélébiles d'une vie saturée de violence incessante, un témoignage de leur calvaire indicible. Si, dans un élan désespéré et fugace d'espoir et de courage, l'une de ces femmes tentait d'échapper à son esclavage, elle était confrontée à un sort encore plus terrifiant et brutal en cas de recapture. Elle serait soumise à un nouveau marquage particulièrement cruel et public, cette fois sur son front, avec une marque visible et indélébile la désignant comme une fugitive. Ce marquage public, humiliant et défigurant de façon permanente, scellait irrévocablement son destin, la rendant absolument incapable de se cacher, de se fondre dans la société ou de jamais être vraiment libre de la stigmatisation et de la menace de recapture. C'était une marque d'esclavage perpétuel. D'autres méthodes encore plus horribles étaient employées pour décourager l'évasion. Celles qui tentaient de fuir et étaient rattrapées étaient parfois clouées à des planches et exposées sur la place publique, le cœur animé de la ville. Elles devenaient des avertissements grotesques et vivants, leur agonie étirée sur des jours, leur douleur atroce et leur humiliation publique servant de leçon terrifiante pour quiconque envisageait la rébellion ou cherchait la liberté. C'était un spectacle terrifiant conçu pour anéantir tout espoir d'évasion, pour instiller une peur si profonde que la simple pensée de la résistance devenait une terreur insupportable. Même les temples sacrés, qui étaient traditionnellement censés être des lieux sacrés de refuge, de sanctuaire et de protection divine, jouaient un rôle actif et moralement compromettant dans ce système de cruauté. Ces institutions soi-disant saintes, corrompues par l'avidité, acceptaient ouvertement des postes de vin substantiels pour renvoyer des individus esclaves évadés à leurs maîtres brutaux. Il n'y avait donc pas de véritable sanctuaire, pas de refuge sûr, pas d'intervention divine pour ceux qui cherchaient désespérément une issue à leur cauchemar. Les dieux, semble-t-il, n'offraient aucune protection contre la dépravation humaine quand il y avait un profit à faire. Déchirant est le fait que très peu de ces femmes vivaient assez longtemps pour atteindre la maturité relative de leur 30e anniversaire. La grande majorité périt avant même d'avoir atteint l'âge de 25 ans, leur jeune vie tragiquement écourtée. Leur décès était souvent le résultat sinistre d'une combinaison de maladies incessantes, de malnutrition chronique, de blessures ou non traitées et de la pure et épuisante fatigue. Leur vie n'était pas seulement courte, elles étaient exceptionnellement brutales, éteintes bien trop tôt ne l'est, sans derrière elles que de faibles murmures dans le vent et des os éparpillés et oubliés. Pour leurs propriétaires, la mort prématurée d'une pornée n'était jamais perçue comme une tragédie, jamais un moment de chagrin ou de perte. Au lieu de cela, c'était simplement un inconvénient, un léger obstacle logistique, un petit revers financier qui pouvait être facilement résolu. La vie humaine perdue n'était rien de plus qu'une écriture comptable, un actif déprécié. Une nouvelle jeune fille, jeune et souvent volée, pouvait toujours être acquise à bon marché et rapidement sur les marchés d'esclaves, remplaçant facilement l'ancienne, sans même un instant d'hésitation ou une seconde pensée, perpétuant le cycle cruel. Même la grossesse, période souvent associée à une nouvelle vie et à l'espoir, n'apportait absolument aucune pitié ni aucun répit dans ce système brutal. Au contraire, elle conduisait souvent à une souffrance encore plus profonde. Des avortements brutaux, souvent rudimentaires, leur étaient pratiqués de force, entraînant fréquemment la mort horrible de la mère et de son enfant à naître
en raison d'une infection, d'une hémorragie ou de la pure violence de l'acte. Leur corps, dans ce système, ne leur appartenait pas même dans le sens le plus fondamental et biologique de porter une nouvelle vie. Leur autonomie était totalement niée. Si, par miracle, un bébé naissait vivant, en particulier une fille, il était souvent immédiatement tué et impitoyablement jeté, considéré comme rien de plus qu'un fardeau indésirable, une bouche supplémentaire à nourrir, une potentielle future charge de ressources. Les bébés filles étaient particulièrement vulnérables, destinés, aux yeux de leurs propriétaires insensibles, au même sort cruel et inéluctable que leur mère, afin de perpétuer le cycle d'exploitation. Cette pratique choquante était le rejet ultime et horrible de la vie, un témoignage frappant de la profondeur de la déshumanisation au sein de cette société, une fois que leur fragile jeunesse et leur beauté éphémère s'estompaient inévitablement, leur valeur perçue disparaissait complètement, comme la fumée au vent. Ces femmes, autrefois marchandises, étaient lentes alors cruellement jetées à la rue pour mourir de faim, laissées à disparaître dans l'anonymat désespéré des quartiers les plus pauvres de la ville, ou simplement abandonnées à leur sort, mises au rebut comme des outils brisés. Leur but servi, leur corps usé, elles étaient rejetées sans la moindre once de pitié, d'empathie ou de compassion, laissées à mourir seules et oubliées, une autre victime anonyme du sombre secret d'Athènes. Mais la Terre, témoin silencieux de millénaires d'entreprises et d'atrocités humaines, se souvient de ce qu'Athènes elle-même a si désespérément essayé d'oublier, d'enfouir sous des couches de marbre et de mythologie. Sous la belle ville étincelante, sous le sol même sur lequel se dressaient ces grands temples et ces agoras vibrantes, il y a d'innombrables tombes cachées. Ce ne sont pas les tombes célébrées des héros, ce sont des lieux de repos peu profonds et anonymes, remplis des os fracturés et des crânes brisés de ces femmes oubliées. Chacun de ces restes, témoignage d'une vie brutalement écourtée, murmure une histoire silencieuse et agonisante de douleurs inimaginables et de souffrances implacables. Une contre-narration sinistre à la prétendue gloire de la ville. Ces ossements silencieux, mis au jour avec minutie par les archéologues, crient une vérité que les livres d'histoire polis et soigneusement élaborés ignorent souvent opportunément ou suppriment activement. Ils révèlent, avec une clarté frappante et indéniable, que la beauté célébrée d'Athènes, sa sagesse profonde et ses idéaux démocratiques n'ont pas été construits isolément, mais côte à côte, et à bien des égards, sur une cruauté, une exploitation et une déshumanisation extrême. La gloire de la ville, son héritage durable, était tragiquement inséparable de la souffrance omniprésente qu'elle causait si cruellement et qu'elle maintenait systématiquement. C'était une gloire entachée de sang et de larmes. Chaque fragment d'os, chaque squelette cicatrisé méticuleusement récupéré sur ces sites archéologiques fournit une preuve indéniable d'une vérité difficile et inconfortable qui remet en question nos perceptions idéalisées. Athènes n'a pas seulement été construite par des dieux nobles qui ont béni ses entreprises, ni uniquement par des hommes sages qui ont tracé sa voie intellectuelle. Elle a été construite, littéralement, sur le dos d'innombrables esclaves, sur les corps brisés et les esprits anéantis de ceux considérés comme totalement jetables, dont la vie était jugée sans valeur dans la poursuite de la grandeur athénienne. L'histoire moderne, dans son récit souvent romancé et sélectif du passé, aime fréquemment célébrer, avec une révérence éclatante, la gloire inégalée de la Grèce antique. Elle le loue ses innovations philosophiques, ses chefs-d'œuvre artistiques, ses contributions fondamentales à la démocratie.
Mais dans cette célébration enthousiaste, elle oublie trop souvent ou ignore délibérément l'horreur omniprésente qui couvait sous ce vernis brillant. Elle ignore volontairement les cris silencieux, les échos spectraux de la souffrance qui résonnent sous ces sols de marbre brillant, exigeant d'être entendus. La vérité réelle, sans phare, sur Athènes, ne se trouve pas uniquement dans ses statues majestueuses et parfaitement sculptées ou dans ses anciens parchemins méticuleusement conservés, détaillant des traités philosophiques ou des décrets démocratiques. Elle se trouve, avec une clarté déchirante, dans la terre, dans les ossements mêmes, qui refusent de se taire, qui insistent pour raconter une histoire que le temps et les architectes de l'histoire ont si désespérément essayé d'enterrer et d'oublier. Ces ossements déterrés, avec leurs témoignages silencieux d'abus et de souffrance, sont les véritables et indéniables témoins d'une histoire bien plus sombre que ce que l'on nous fait souvent croire. La beauté légendaire d'Athènes, son héritage grandiose et durable, a été payée avec une monnaie de sang, de douleur et d'innombrables vies perdues. C'est une histoire qui a été activement réduite au silence par le passage du temps, par une mémoire sélective et par la commodité sociétale, mais qui exige désespérément d'être entendue, reconnue et comprise aujourd'hui. Elle nous force, nous contraint à regarder au-delà des mythes réconfortants et à affronter la réalité crue, douloureuse et profondément inconfortable de sa véritable fondation. Ce n'était pas simplement une ville de sagesse transcendante et de lumière éclairante, un phare du progrès humain. C'était, dans un sens très significatif et terrifiant, une machine construite sur la douleur, un moteur de prospérité alimenté par la souffrance et le sacrifice d'innombrables âmes oubliées. L'histoire d'Athènes, sous sa forme célébrée et idéalisée, est incomplète, profondément défectueuse et fondamentalement malhonnête, sans une pleine reconnaissance de cette vérité sombre et fondamentale qui entache son essence même. Si cette histoire déchirante vous a bouleversé, si elle vous a contrainte à repenser et à remettre en question ce que vous pensiez savoir de l'histoire et des fondements de la civilisation, alors s'il vous plaît, aidez-moi à continuer à découvrir ces vérités vitales et troublantes. Mon objectif est d'atteindre 1000 abonnés, permettant à cette chaîne de grandir et de révéler davantage de récits cachés. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté et découvrir d'autres révélations historiques inconfortables mais essentielles. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel autre empire antique, célébré dans nos livres d'histoire, croyez-vous cacher les secrets les plus sombres et les plus profonds sous son passé grandiose et célébré. Je veux entendre vos théories et suggestions pour de futures enquêtes.